Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Gilles. Bonjour Christine. Ça devait que je le fasse toujours. Oui, on n'est pas inquiet. Ça va bien? Oui, très bien. Bon, on est dans une journée aujourd'hui, on va s'intéresser. Pour Valérie. Oui, absolument, qu'elle profite bien et on sera ravis de la retrouver dès la semaine prochaine avec vous, chers auditeurs. On va s'intéresser dans un instant avec nos deux premiers invités. Alors c'est comme on dirait, c'est un vol massif, hein. C'est absolument terrifiant de regarder ça. Ces faux comptes, ces faux profils sur Internet et Arte s'est penché sur le sujet avec une enquête formidable réalisée et produite par nos deux invités, Sylvain Pâques et Valentin Petit. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous avez... Déjà, c'est la forme, hein. Source et en fait une enquête. On suit l'enquête comme si nous-mêmes on avait un ordinateur. Il n'y a aucune image de tournée et tout se fait à travers l'écran. Oui, c'est ça. Le principe, c'est que c'est une enquête numérique. Donc on est derrière nos ordinateurs. Il n'y a pas de tournage. On n'envoie pas des gens tourner pour nous comme on fait. On ne va pas sur le terrain ou vraiment exceptionnellement. Tout est numérique aussi bien dans la forme que dans l'enquête. C'est-à-dire on part derrière notre ordinateur. C'est ce qu'on appelle en gros une enquête en source ouverte. C'est-à-dire toutes les sources qui sont disponibles à tout à chacun, à vous, à moi, derrière mon ordinateur, si je sais où chercher, eh bien, si j'ai les bons outils, si j'ai les bons réflexes, et après on tire un fil et on dit sur Internet, dans telle base de données, sur tel site, sur tel réseau social, sur telle carte satellite. Et après vous fouillez. Et on fouille et on tire le fil et on essaye de voir ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut raconter, comment on peut enquêter à partir de là. Alors c'est produit par Capa, c'est diffusé sur Arte. Arte.tv. Arte.tv, on a effectivement tout ça. C'est ce qu'on appelle la fabrique du mensonge. C'est ça un peu? Alors, cette enquête un petit peu, oui. Ouais, enfin quand je dis fabrique du mensonge, parce que c'est un titre générique d'un documentaire. C'est une émission effectivement, mais c'est un peu ce que raconte cette enquête-là, oui. Ouais. C'est-à-dire, c'est comment on est parti d'une vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux de manière un peu fortuite, hein, et on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est très étrange, des téléphones les uns derrière les autres. Voilà, cette photo, c'est un mur où il y a une centaine de téléphones avec deux personnes devant. Voilà, et on s'est dit qu'est-ce que c'est? On a tiré le fil et on s'est rendu compte que derrière tout ça, il y avait des faux comptes et des comptes volés et que tous ces gens-là manipulaient un peu les réseaux sociaux. On sait qu'on est manipulé sur les réseaux sociaux, qu'il y a des faux comptes, qu'il parfois il y a des campagnes de désinformation, mais là on fait un peu l'arrière-cuisine. On voit comment ça fonctionne, qui sont les gens qui font ça, comment ça marche, et c'est passionnant. Alors, on va y revenir dans un instant parce que c'est tellement dans l'air du temps et c'est tellement d'actualité parce que c'est devenu aujourd'hui notre quotidien et on le voit tous les jours. On l'a encore vu hier avec cette histoire de cette vidéo qui a été relayée visiblement, appuyée par les réseaux sociaux et par la Russie, de ce fameux pochon de cocaïne soi-disant sur le bureau qui était en fait un simple mouchoir parce qu'il est enrhumé. Voilà d'où ça part. Vous bougez pas parce qu'on va faire un petit zapping de l'actualité des médias de ces dernières 24 heures avec vous, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ne bougez pas parce que vous verrez, il y a des sons pour vous que j'ai mis de côté exprès. Alors pas le premier. Peut-être ce soir Emmanuel Macron annoncera un référendum sur la fin de vie. En tout cas, il fera face à Charles Bietri. Vous savez qu'il est atteint de la maladie de Charcot et c'est lui qui va l'interroger à ce sujet sur la fin de vie. À l'Assemblée, les députés se battent pour savoir s'il faut deux lois distinctes. Une sur les soins palliatifs et une autre sur la fin de vie. Les députés se sont exprimés hier dans C'est à vous. Une personne en fin de vie peut changer d'avis des dizaines de fois. Je regrette la scission du texte initial en deux, décision unilatérale du Premier ministre sur une conviction très personnelle. Ce qui fait partie de mes lignes rouges, ça va être surtout la question de faire que l'euthanasie devient le principe. On a mis un maximum de sécurité après, beaucoup d'humilité, on ne répondra probablement pas à tout. C'est une très belle avancée. Le projet de loi original proposé par Emmanuel Macron a finalement été scindé en deux propositions. Si le premier texte sur le développement des soins dits d'accompagnement fait consensus, le second cristallise des tensions. Il légalise une aide à mourir à de strictes conditions. Depuis plusieurs années, c'est le combat du député Olivier Fahlorny. Le Premier ministre, même s'il a souhaité cette séparation, il a répondu à ma double demande, celle d'avoir une discussion générale commune aujourd'hui. Et puis nous aurons un vote le même jour, à la même heure, sur ces deux propositions de loi. Éric Dupond-Moretti sera lundi sur Paris Première. Vous savez qu'il y a une nouvelle émission qui est lancée. Produit par Alex Darmon. Qu'on recevra nous lundi avec l'espoir d'avoir Éric Dupond-Moretti. On négocie. Où il fera face à ses détracteurs. Il en faisait la promo hier, toujours dans C'est à vous. Il a été interrogé sur, vous savez, l'idée de faire payer les prisonniers.
Je pense qu'il faut réhabiliter le parc pénitentiaire avant d'envisager de faire payer la prison. Et j'avais évoqué le prix des rats, des cafards et le prix des matelas au sol. Il y a beaucoup de détenus qui n'ont pas de sous. C'est une réalité sociologique. Donc comment fait-on? Ce n'est pas une initiative de Gérald Darmanin, d'ailleurs c'est une initiative parlementaire. Je me suis exprimé pour dire ma désapprobation. Vous avez dit que c'était une hérésie. Vous savez, moi, Gérald Darmanin, j'ai travaillé 4 ans et 2 mois avec lui. Et je peux vous dire qu'on a travaillé main dans la main. Et qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Là-dessus, je suis en désaccord, je l'ai exprimé, voilà. Et je n'y reviens pas. Alors je vous disais que j'avais des sons pour vous puisqu'on va parler un peu technologie, réseau et manipulation et des dérives des réseaux sociaux ensemble. Alors il y en a une en ce moment qui est à la mode, qui est une mode très dangereuse. Elle se dit la mode du skinny. Vous savez, skinny, oui, on va en parler demain. C'est vrai. Ça veut dire maigre ou ça veut dire petit et ça encourage les jeunes à la maigreur la plus extrême. Vous allez voir que c'est une mode qui révolte Jean-Baptiste Boursier, journaliste à LCI. Ces skinny talks, ce sont des vidéos qui sont postées et qui encouragent les jeunes femmes à être le plus mince possible pour essayer de ressembler à des mannequins avec des commentaires alarmistes, parfois même un peu tristes pour dire les choses. Regardez. Tu n'es pas moche, tu es juste grosse. Dès que tu commenceras à perdre du poids, à voir ta mâchoire se dessiner et à voir ses os, tu te sentiras tellement bien. Non. Alors rien ne va dans cette vidéo. On n'est pas heureux, on ne se sent pas bien dans la vie parce qu'on voit les os de ses épaules ou parce qu'on voit la ligne de sa mâchoire. La beauté ne se conjugue pas comme ça. Et surtout la santé, encore moins. Les messages postés sur ce réseau social qui accompagnent ce trend sont dramatiques. Alors on a l'impression, parce que demain on donnera la parole à une infirmière française qui part en guerre contre ça, elle aussi sur les réseaux sociaux. On a quand même le sentiment de l'impuissance des autorités face à TikTok. On peut pas couper la ligne comme ça. Alors c'est très compliqué. Déjà d'un point de vue, les autorités ont assez peu de latitude sur ce qu'elles peuvent faire, et aussi les réseaux sociaux sont dépassés eux-mêmes par ce qui se passe, par ces phénomènes. Les plateformes elles-mêmes sont déjà... Les plateformes elles-mêmes, elles mettent pas assez d'argent dans la modération, elles ne mettent pas assez d'argent dans toutes les procédures de détection. Il y a beaucoup de détections qui se fait de façon automatique, mais ce qu'il faudrait, c'est plus de gens derrière qui puissent analyser les différents contenus qui sont postés en ligne. Mais d'où part, par exemple, une mode comme ça de se dire il faut que les os apparaissent? Alors, on n'a pas spécifiquement travaillé là-dessus, mais on a fait plusieurs enquêtes sur TikTok, et une des choses qu'on a remarqué qui joue dans ce genre notamment de phénomène, c'est le phénomène des algorithmes. Et ça, on le voit sur tous les sujets. On avait fait une enquête qui n'a rien à voir sur la pédocriminalité sur Instagram, cette fois-ci, et on s'était rendu compte qu'en fait, au bout d'un moment, c'est l'algorithme lui-même vous propose des contenus problématiques parce que vous en avez regardé 3. Donc là, c'est très amplifié par les algorithmes, ce qui fait qu'en fait, d'où part, moi je pense que là en l'occurrence, c'est générationnel, tous les 10 ans, cette mode elle revient. Il y a quelques années, rappelez-vous, il y avait la mode où fallait voir un creux entre les cuisses. C'était exactement la même chose, sauf que les gens ont grandi et la nouvelle génération devient ado. Et la mode revient, et les plateformes ne peuvent pas anticiper quelle mode va arriver sous quel nom. Après, effectivement, en termes de réaction, c'est à eux de réagir assez vite, c'est pas toujours le cas. Mais c'est un vrai problème. Les algorithmes vont amplifier, en fait, n'importe quel phénomène, qu'il soit bon ou mauvais, un peu de manière indistincte. Et ça, c'est un vrai problème des plateformes. Oui. Sur les comportements suicidaires ou sur les comportements comme celui-ci, qui visent à une maigreur extrême, c'est des tendances qui apparaissent et pour lesquelles les plateformes ont beaucoup de mal à réagir, parce que c'est des hashtags, c'est des mots clés qui vont être très compliqués, qui vont être un peu dissimulés. On reste sur les dérives d'Internet et des réseaux avec ce reportage de Sud-Ouest qui a montré un petit malin, un jeune qui a mis en place, vous savez quoi, un business de faux arrêts de travail. C'est assez incroyable, et évidemment des faux arrêts de travail pour pas cher, ça pouvait être qu'un carton. Un Landais de 22 ans est soupçonné d'avoir produit 25 000 faux arrêts de travail qui lui auraient rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros. Le jeune étudiant avait créé le site internet stop-travail.com, immatriculé au Danemark. Un site efficace avec la mise en avant de grands médias dans la rubrique « Il parle de nous » ou l'exposition de chiffres rassurants comme 1 million d'utilisateurs, 200 médecins répertoriés et un tarif de 9 € seulement. En 5 minutes, l'arrêt de travail est commandé.
Les maladies ou symptômes sont à la carte, tout comme le choix des dates de début ou de fin de la capacité de travail, avec un supplément à 5 € pour un arrêt supérieur à 7 jours. L'étudiant aurait mené la fraude pendant quelques mois avant d'être interpellé et placé en garde à vue en janvier 2025. Depuis, il a été relâché et les investigations se poursuivent. Alors si vous regardez vos ordonnances, maintenant vous avez des petits codes barres, il y a des choses qui ont été échangées sur les ordonnances, mais c'est assez étonnant tout ce qui se passe sur le web. Oui, pour nous, c'est un terrain de jeu ou un terrain de chasse assez formidable, parce qu'en fait, beaucoup des sujets d'enquête auxquels on s'intéresse, non seulement comme passent par le web, mais parfois se déroulent uniquement sur le web. C'est-à-dire que c'est devenu là où le lieu où beaucoup effectivement de trafic, d'arnaques, en tout genre se passe. Ouais, en n'oubliant pas que ces plateformes, et vous êtes intéressés notamment aux faux comptes, on va en parler dans un instant, c'est nous-mêmes qui les alimentons. Donc on alimente nous-mêmes notre propre, finalement, de... Oui. Vas-y, Gilles. Ah ben j'enchaînais. Eh bien écoute, Christine, je tutoyais 30 secondes pour dire que ce soir je te sors, je peux mettre mon smoking, tu peux sortir ta plus belle robe. Non. Tu peux sortir tes diamants. Ben non, c'est quoi? C'est quoi? C'est Cannes. Ah mais oui, j'ai oublié le red carpet. Moi, je veux voir avec vos bijoux, avec le red carpet. J'ai hâte de voir De Niro qui reçoit son prix d'honneur. Eh ben, ce soir, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. C'est sur France Télévisions qui a récupéré le bébé de Canal+. Ce soir est attendue évidemment la prestation aussi de Mylène Farmer qui va chanter pour l'ouverture du Festival de Cannes. Et le film d'ouverture, c'est Partir un jour avec Julie Armanet qui a repris le titre éponyme des To Be Free. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour. Ça va être un carton cette chanson, je vous l'annonce. Bah ça l'a déjà été, vous la reconnaissez. Mais oui, Juliette Armanet, mais quand je dis ça va être un carton, ça va relancer encore la sortie du film. Ah. D'accord. Laurent Lafitte, vous aimez bien Oui, Juliette Armanet, j'aime beaucoup. Et cette version-là? Et cette version aussi, bien sûr, parce qu'elle a beaucoup de talent en plus de ça. Dans le domaine de la musique, il y a aussi des faux comptes, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. On va en parler dans un instant avec nos deux invités. Et j'en profite pour... c'est une info média que tout le monde connaît, mais il y a un téléfilm qui va sortir sur les To Be Free, dont le tournage a démarré cette semaine. Oui, je me souviens des To Be Free qui venaient faire une émission à Sud Radio. C'était le délire total à l'époque. Il a fallu refuser du monde. On était débordés, comme quoi, les temps changent. Au niveau des groupes. Allez, dans un instant... Ça veut dire que Valentin et nos invités du jour, il n'y a pas de fans dehors, c'est ça? J'ai pas dit ça. On en a croisé, bien sûr. On est avec Sylvain Pack, rédacteur en chef, Valentin Petit, réalisateur. On va surtout s'intéresser avec eux à cette plateforme sur Arte TV, sur YouTube, cette collection documentaire d'investigation qui s'appelle Source. Ces faux comptes, enquête sur les faussaires des réseaux sociaux, le vol de comptes et faux profils, c'est stupéfiant, édifiant et terrifiant. Et comment on peut surtout s'en prémunir. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Et nos invités, Sylvain Pack, rédacteur en chef, et Valentin Petit, réalisateur. Vous êtes à l'origine de ce documentaire sur la plateforme Arte TV, mais également sur YouTube, la collection documentaire d'investigation qui s'appelle Source. C'est coproduit par Capa Presse. Et vous vous êtes donc intéressé à ces faux comptes, ces faux profils, cette enquête qui vous a donc emmené au Vietnam sur une manipulation, vous dites redoutable, mais surtout un marché juteux. C'est devenu le nouvel Eldorado de l'escroquerie. Alors je dirais pas que c'est Internet. Je dirais pas que c'est un nouvel Eldorado dans le sens où c'est un commerce, donc ces faux comptes, ces comptes piratés et ces comptes créés de toutes pièces, parce que c'était intéressant d'avoir ce double aspect. Il y a des comptes qui sont créés de toutes pièces, par exemple quand on voit ces photos de profil qui reviennent en permanence, qui sont les mêmes sur 19 comptes, ce sont 19 comptes qui ont été créés de toutes pièces. Donc ça c'est des robots qui les fabriquent. Ça c'est des logiciels qui ont été créés par ces entreprises-là, donc l'entreprise vietnamienne dont on parle. Pour expliquer, il y a une entreprise, on appelle ça des fermes à portables. Les fermes de téléphone. Les fermes de téléphone, et donc il y a, on va dire 1500 ou 2000 téléphones qui toute la journée
vont liker, vont faire parfois de la promo qu'on a achetée et du lobbying. Vont faire vivre les réseaux sociaux, et vont virtuellement. faire vivre les réseaux sociaux, mais tout est faux en fait. Exactement. Alors ce qui est intéressant avec ce phénomène des fermes de téléphone, c'est qu'on est loin un peu de l'image qu'on pouvait avoir avant de quelqu'un seul face à des centaines de téléphones qui scrolle lui-même. Non, c'est toute une automatisation et tout un système d'automatisation qui a été mis en place. Cette entreprise, elle gère 3 aspects. Elle gère à la fois la vente de matériel, c'est-à-dire tous ces téléphones qui vont être connectés. Elle gère la vente de logiciels qui permettent de gérer tous ces téléphones. Et sur ces téléphones, il y a des faux comptes. Et elle permet aussi, in fine, d'avoir cette vente de fausses interactions sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais une question. Donc ça se passe. Vous avez enquêté via votre propre écran sur ce qui se passe au Vietnam. C'est on va dire une manipulation d'ordre économique ou aussi avec une idéologie politique derrière. Dans ce qu'on voit au Vietnam, pardon, en fait, c'est qu'ils sont un peu prestataires de services pour d'autres. Nous, dans les cas qu'on a vus, on s'est intéressé à comment ces faux comptes peuvent être utilisés pour plusieurs choses, pour des arnaques, du piratage, etc. Nous, on s'est intéressé sur le côté un peu manipulation, parce qu'en tirant le fil, c'est ça qu'on a trouvé. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a vu que ces faux comptes étaient utilisés dans des campagnes, par exemple une campagne contre le Qatar ou contre l'Ukraine, mais celui qui fait ça au Vietnam, qui vend les faux comptes, c'est un prestataire de service. En vrai, l'Ukraine ou le Qatar, ils s'en moquent un peu. Quelqu'un, et c'est là où c'est plus difficile, le contacte et lui dit « j'ai besoin d'acheter, de voir tant, de lancer une campagne avec des comptes. Où est-ce qu'on trouve des comptes ? Chez des gens qui les vendent. Eux, ils vendent ça. Mais nous, pour savoir qui derrière, on ne sait pas. Eux, c'est plutôt économique, d'après ce qu'on a compris. Vous n'avez pas trouvé, vous montrez dedans qu'il y a une campagne contre le Qatar qui est mise en place. Et à partir de ce moment-là, ils achètent un moyen de diffuser cette campagne sur... Il faut avoir des pages... Sur des comptes qui ont été volés. Quand même. C'est incroyable. C'est-à-dire ils vont voler des comptes, par exemple des pages Facebook, qui elles-mêmes vont ensuite diffuser des publicités anti-Qatar. Donc ils ont volé ces comptes Facebook, ils se sont appropriés et ils vont faire cette campagne à partir de là. Donc quelqu'un a demandé aux Vietnamiens de faire ça, mais qui, on ne sait pas. Alors, comment Madame Michu a son compte qui est volé? C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir les codes. Comment ils font? Et comment Facebook ne s'aperçoit pas que tous ces comptes-là viennent du Vietnam? Alors, ce qui est intéressant, c'est comment donc ils récupèrent ces comptes-là très facilement. Ils vont vous faire cliquer sur des liens et ils vont récupérer vos informations de connexion. Ou ils vont vous faire rentrer vos informations de connexion sur une fausse page. Donc, ce qu'on appelle du phishing. Donc, essayer de vous hameçonner. Il y a aussi des techniques plus élaborées, comme la récupération de cookies. Donc, ces cookies qu'on accepte sur toutes les pages, il y en a sur Instagram et sur Facebook que vous acceptez et qui vous permettent sur votre ordinateur de rallumer votre ordinateur et de vous connecter directement sur votre profil. Il y a un ID, donc une suite de chiffres qui permet de se connecter sans tout le temps rentrer son mot de passe. Et cette suite de chiffres, ils la récupèrent et ils peuvent se faire passer pour vous. Et ils ont des logiciels. C'est ce qu'ils ont fait avec Marie Saint-Filtre. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Marie Saint-Filtre. Peut-être qu'ils lui ont fait cliquer sur un lien. C'est une comédienne qui s'est fait voler son compte. Et vous avez assisté à la négociation sur Telegram, où vous avez vu les enchères en disant « j'ai piraté un compte français » et là, il y a les enchères. Exactement. Alors, ce compte Telegram, on y est arrivé très tôt dans l'enquête parce qu'on s'est rendu compte que les comptes piratés finissaient souvent vendus au plus offrant. Et je suis arrivé sur ce compte, donc cette chaîne Telegram, avec des milliers d'abonnés qui étaient silencieuses. Et je me suis dit, c'est très étrange. Et en fait, je voyais qu'ils vendaient à intervalles réguliers et qui faisait disparaître les messages pour plus de sûreté. Donc ils vendaient des comptes allemands, des comptes américains avec beaucoup d'abonnés. Et du jour au lendemain, j'ai un compte français, c'est celui de Marie Saint-Filtre. Alors lui, il ne sait pas du tout qui est Marie Saint-Filtre, mais il va dire c'est un compte de très bonne qualité puisqu'elle a beaucoup d'abonnés, puisqu'elle a un Facebook Manager donc qui lui permet de générer des pubs liées à ce compte-là. Et donc là, les enchères commencent et ils vont monter très vite, comme on peut le voir dans le documentaire. Alors il y a une autre partie, moi, qui m'a intéressé. Vous avez une journaliste de CAPA qui a mis en ligne sur TikTok son chat, qui a fait une photo sur YouTube, qui a fait une photo de son chat, et vous avez été à acheter 3000 followers pour 10 €, même pas, c'est ça? Moins de 5 €. Moins de 5 € pour... Donc il y a des influenceurs qui peuvent acheter... Oui, voilà, on a voulu faire cette démo-là, parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que... Alors, ça a été presque instantané, hein.
Oui, c'est très rapide et on s'est rendu compte que cette entreprise vous pouvez à distance depuis chez vous, elle a son petit site internet et vous commandez en disant choisissez votre plateforme, Facebook, YouTube, Instagram, vous choisissez votre plateforme, vous dites voilà ma vidéo elle est là, une fois que vous avez une vidéo effectivement et comme vous dites n'importe qui peut le faire et vous dites je veux tant de likes, tant de commentaires, vous tapez vos commentaires, nous on est passé par ça. Donc ça veut dire qu'on peut fabriquer une notoriété virtuelle. Oui, c'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive sur les réseaux parfois. Oui, mais moi j'ai un petit souci avec ça, c'est que c'est rémunéré. Plus vous avez d'abonnés sur YouTube et plus vous avez d'abonnés sur TikTok. Ça veut dire que demain, moi, je peux demander 50 000 abonnés. Mais ça arrive souvent, sur TikTok, vous le savez, et les après, grands influenceurs font ça parfois. Pour je gagne de l'argent grâce à ça. Chiffre d'affaires. Alors c'est surtout, oui, effectivement, c'est possible que ça joue dans ce cas-là, effectivement. Ce qui est souvent rémunéré, c'est quand même ces faux abonnés, ces faux comptes, etc. Ils sont de assez mauvaise qualité. Ils permettent de montrer aux gens que le compte est suivi. Par exemple, sur Facebook, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit marqué 200 000 followers, mais on peut pas aller dans la liste des followers. Mais sur ces 200 000 followers, donc qui suivent la page, ce sont des faux comptes. Et on peut pas aller dans la liste. Si on voyait la liste, on verrait que ce sont des comptes de très mauvaise qualité. Ouais. On peut en acheter combien ? Et comme c'est pas de l'engagement organique, du vrai engagement. On peut en acheter combien ? Comme on veut. On peut en acheter énormément. Ça dépend le prix des centaines de milliers. Ouais. On l'a vu notamment dans la campagne anti-Ukraine, dont on parle à la fin du documentaire. C'était de l'ordre de 200 000 abonnés. Alors dans tout on va dire cette forêt de faux comptes, de faux profils, de pirates, etc. On revient à Madame Michu, qui est devant son ordinateur ou son téléphone. On se sent un peu démuni pour savoir sur quoi cliquer, qui dit vrai, comment se prémunir de tout ça. Il y a 3 trucs simples de base à faire. Déjà, ne cliquez pas sur des liens quand on vous envoie des mails, sur des liens, même si ou sur votre téléphone. Ou sur votre téléphone, on vous envoie un SMS ou un lien, même si vous croyez que c'est votre banque, etc. Ne cliquez pas parce que c'est parfois comme ça que vous allez finir par vous faire voler votre compte. Ça, c'est la première chose. Mais pour verrouiller son compte, par exemple, il y a des gestes simples à faire. La double authentification, ouais, c'est quand même déjà avoir un mot de passe fort, c'est-à-dire ne pas utiliser ça c'est quelque chose qu'on répète assez souvent. Sa date de naissance. Ne pas utiliser sa date de naissance, 1, 2, 3, 4, utiliser des mots de passe forts, notamment avec des gestionnaires de mots de passe qui existent maintenant et qui sont très peu chers, qui permettent de créer des mots de passe très forts. Ensuite, il y a aussi le fait que ces différents mots de passe, il faut pas les utiliser sur les mêmes comptes, quoi. Oui. Et parce qu'ils récupèrent. Et la double authentification, c'est aussi utiliser à la fois une adresse mail pour se connecter et qu'elle soit sûre avec un numéro de téléphone. Alors, je voudrais savoir aussi, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'interview, tout ça, c'est à votre regard de journaliste, réalisateur, enquêteur, une menace pour nos démocraties. On voit le débat en ce moment qui s'installe en France. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes ? Faut-il avoir plus de protection sur les données ? On voit très bien entre les GAFAM ce qui se passe avec l'Europe. On est à l'aube là de quelque chose de, on va dire, de tentaculaire, qui nous dépasse même. Je dirais pas qu'on est à l'aube, je dirais qu'on est en plein milieu de cette époque où le numérique occupe une place très importante, notamment pour s'informer, et qu'on peut voir à quel point cette information peut être facilement manipulée sur les réseaux sociaux. Et votre boulot, c'est justement de débunker tout ça, ce qu'on appelle. Oui, exactement, et de montrer justement ce qu'il y a derrière ce qui paraît parfois légitime et comment ça marche, et d'inviter un peu aussi à la méfiance et à aller vers des sources plus fiables. Quels sont les retours que vous avez quand vous avez ce genre d'enquête ? Vous faites ce genre d'enquête, on vous salue, on vient vous embêter sur les réseaux sociaux ? Non, on vient pas trop nous embêter pas sur celle-là en tout cas, parce que c'est des gens qui sont loin, qui sont au Vietnam, et donc ils n'ont pas vraiment de connexion directe avec nous. Parfois on fait d'autres enquêtes où on a, comme tout le monde, des menaces de procès de gens qui sont pas contents parce qu'on a, mais bon, ça c'est la loi de l'enquête. On peut avoir parfois, on ne sait pas, on a fait une enquête récemment sur la Chine et le trafic de fentanyl dont on parle beaucoup, et le journaliste a vu un de ses comptes du jour au lendemain, compte mail se faire pirater par une adresse apparemment en Chine. Donc est-ce que ça a un lien de cause à effet ? On ne sait pas. Quel est le prochain sujet de Source le mois prochain ? Le prochain sujet, c'est un sujet vraiment très intéressant, c'est sur la radicalisation à travers les jeux vidéo, comment une
toute une propagande en ligne qui se fait sur les jeux vidéo et la radicalisation ultra-violente et extrémiste. C'est assez fascinant. C'est-à-dire comment, en fait, certaines personnes reproduisent des tueries de masse, des tueries extrémistes qu'on a connues, comme Moutaïa en fin dans les jeux, jeux vidéo, et comment tout ça, en fait, donne lieu à une propagande. Oui, et puis ça permet de s'entraîner aussi pour certains. Et un passage à l'acte. Et parfois, on a des passages à l'acte, c'est assez sidérant. Alors, on vous recommande d'aller sur la plateforme arte.tv, sur YouTube, cette série documentaire d'investigation qui s'appelle Source. Voilà, il y a plein de sujets. En tous les cas, celui-là qui s'intéresse au vol de comptes, au faux profil, cette enquête sur les faussaires des réseaux sociaux. C'est donc réalisé par vous, Valentin Petit, avec vous également, Sylvain Pack. Merci beaucoup pour cet éclairage et donc se méfier de l'authenticité parfois de ce que l'on lit sur les réseaux sociaux, de ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup. Et le nombre de followers. Et le nombre de followers, bien sûr, puisque tout se monnaie. Dans un instant, on va parler d'un carton d'audience sur France 3. C'est le téléfilm Le Voyageur avec son acteur principal, Bruno Dobrand, qui est avec nous dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman.